Heidegger était-il antisémite? Et je mets le mot antisémite entre guillemets, parce que c'est ce mot-là qu'il s'agit de mettre entre guillemets, tant il recouvre de réalités différentes. Il ne faut pas avoir peur de poser la question. C'est imposer la réponse qu'il faut craindre. Toute réponse ne garde sa force de réponse, exprime Heidegger dans l'origine de l'œuvre d'art, toute réponse ne garde sa force de réponse qu'aussi longtemps qu'elle reste enracinée dans le questionnement. Débarrassons-nous d'emblée des indigents en la matière. Entre deux lettres ouvertes au Père Noël, dans le magazine Les Échos, le journaliste Roger-Paul Droit n'a pas craint de poser ses réponses concernant Heidegger. Finalement, seules deux questions importent. Peut-on faire de la philosophie au XXIe siècle sans se soucier le moins du monde de Heidegger? La réponse est oui. Le doit-on? La réponse est oui. Et il a raison, figurez-vous. On peut tout à fait se limiter à deux questions et faire de la philosophie, comme on dit faire des affaires ou faire ses besoins, sans se soucier le moins du monde de Heidegger, autrement dit, sans rien comprendre à l'essence du nihilisme mondial, sans rien savoir de la responsabilité de la philosophie occidentale, ni de l'indigence journalistique. Le journalisme, disait Heidegger, c'est cette manière organisée de déshonorer tout ce qui est langage. Et il disait ça en 1938. Sans rien savoir donc de la responsabilité de la philosophie occidentale, ni de l'indigence journalistique dans le destin technicisé de la dévastation en cours, aujourd'hui en 2015. Il suffit de se contenter de peu, à savoir de n'être jamais philosophiquement qu'un Roger-Paul Droit. Puisque j'en suis à l'indigence de pensée, cet hôte inquiétant, dit Heidegger, il parle de l'indigence de pensée, qui s'insinue partout dans le monde d'aujourd'hui. Il écrit ça en 1938, à nouveau. J'évoquerai, donc, puisqu'on en est à l'indigence de pensée, un nouveau galvanisé du Gestell, récemment entré dans la danse de sanguille anti-heideggerienne, j'ai nommé François Rastier, impayable linguiste cybernéticien, c'est son métier, qui a eu l'impudence d'expliquer très récemment aux lecteurs juifs de Heidegger, qualifiés de communautaristes candides, belle formule débordant de philosémitisme, ce qu'est le judaïsme. Le judaïsme, nous apprend cet expert en sémantique différentielle, c'est son métier, n'a rien à voir avec les 100 volumes grandiloquents et péremptoires de Heidegger, on s'imagine qu'il les a bien lus, si spectaculairement dénués d'éthique, puisque le judaïsme est une religion de l'éthique qui commence par l'observance de la loi. Comme dit Heidegger, ces sortes de louanges qui viennent d'en bas sont toujours des outrages. Robot bavard, shooté aux molécules sémiques, Rastier ferait bien d'aller reprogrammer son logiciel linguistique à coups de marteau, pour n'avoir pas remarqué que les mots religion, éthique, observance et loi ne sont pas des termes hébraïques. Cet andro-linguistoïde ensorcelé qui prétend haïr le nazi en Heidegger ne trompe personne, enfin personne ayant sérieusement lu Heidegger. Halluciné par son ordinateur isotopique, le drôle n'aborde en réalité que ce que la pensée et la poésie de Heidegger savent concernant son délire. Trêve de plaisanterie. Tâchons de reposer la question d'une manière questionnante, et non selon les critères du bon sens humain. Le bon sens humain refuge, dit Heidegger, de ceux qui sont par nature jaloux de la pensée. Heidegger était-il antisémite, entre guillemets? Je ne passerai pas par 4 chemins, mais par 2 seulement. Oui et non. Il l'était, au sens banal et bénin, où il n'avait manifestement aucune sympathie pour ce peuple, cette culture et cette spiritualité, dont il n'était à l'évidence pas curieux. Heidegger partageait les préjugés séculaires de son éducation. Comme des millions d'autres catholiques, probablement a-t-il longtemps cru dans son enfance que les Juifs avaient tué le Fils de Dieu. Ça porte peu à l'empathie, figurez-vous. Comme des millions d'autres Européens, Heidegger s'est imaginé que les Juifs avaient le sens du commerce, le génie du calcul et une propension à la domination. Ainsi, lorsque dans les carnets noirs, il évoque Maxime Litvinov, le commissaire du peuple aux affaires étrangères de Staline jusqu'en 1939, ce n'est évidemment pas par philosémitisme qu'il y accole le terme Jude, der Jude Litvinov. On peut tourner cela dans tous les sens et le retraduire comme on voudra, ça ne s'appelle pas penser. Ces peu affables préjugés universels étaient ceux de son siècle, ceux de sa langue, ceux de son pays. Au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu,
Ces préjugés délirants sont également ceux de notre temps, et de toutes les langues, et de tous les pays, aujourd'hui. Hannah Arendt elle-même fut d'une cécité extravagante sur ces questions, qu'elle s'imaginait pourtant méditer et connaître. N'alla-t-elle pas jusqu'à prétendre que l'immense popularité des protocoles des sages de Sion tenait non pas à la haine des Juifs, mais plutôt à l'admiration envers les Juifs et au souhait d'apprendre quelque chose d'eux? Qu'appelle-t-on penser? Toujours pas ça. Au fond, la vraie question n'est pas tant de savoir si Heidegger était antisémite, que de comprendre comment il put l'être aussi peu, et je pèse mes mots, pour un catholique d'avant Vatican II, pour un Allemand du début du XXe siècle, et surtout pour un philosophe. Des théologiens médiévaux jusqu'à Nietzsche, en passant par Voltaire et Diderot en France, Luther, Kant, Hegel et Marx en Allemagne, toute la tradition spéculative métaphysique est antisémite, au sens moderne, et toujours sur un mode délirant. Lisez mon regretté ami Léon Poliakov pour vous en convaincre. Je ne citerai pour ma part que Luther, c'est une illustration. C'est dans un essai, un pamphlet de Luther, assez connu, qui s'appelle Shem Améphoras, c'est une allusion à un terme de la mystique juive, qui laisse voir la nature du délire de Luther. Les Juifs ont peut-être envoyé leurs serviteurs avec des plats d'argent et des brocs d'or pour recueillir la pisse de Judas avec les autres trésors, et ensuite ils ont mangé et bu cette merde, et ont de la sorte acquis des yeux tellement perçants qu'ils aperçoivent dans les Écritures des gloses que n'y ont trouvé ni Matthieu ni Ésaïe lui-même, sans parler de nous autres goyim maudits. On voit le niveau, c'est de Luther. Comparé à cette ordurière tradition de non-pensée et d'offense philosophique faite à l'encontre de l'être juif. Nommons-le ainsi provisoirement. Même les fameux fragments antisémites des carnets noirs qui révulsent tant de bonnes âmes sont une broutille dans l'ordre de l'injure et du préjugé. Deux exceptions, rarissimes dans la tradition théologique et philosophique allemande d'antisémitisme, sont cruciales. Maître Eckhart et Schelling. Il est probable que l'influence de la pensée juive, transmigrant par Maïmonide pour l'un et par Jacob Böhm pour l'autre, a préservé ces deux noms propres de l'usuelle animosité métaphysique. Pour prendre un exemple patent chez Schelling, la conception du devenir intradivin, minutieusement et passionnément rapportée par Heidegger, celle de l'étincelle du désir en Dieu, de la scission entre le fond et l'existence représentée sous la forme de volutes, se déployant de bas en haut avec toujours davantage de spire, chez Schelling donc, tout cela ne peut pas ne pas fortement faire songer à l'arbre des séphirotes et à la Kabbale lourianique. Quand on sait l'influence sur Heidegger de ces deux immenses penseurs, sans compter celle de Nietzsche, qui vomissait aussi les antisémites, on comprend mieux pourquoi, à la question posée en introduction, Heidegger était-il antisémite, il faut également répondre non. Comme Nietzsche, Heidegger méprisait l'antisémitisme. On le sait désormais grâce à sa remarque pour les ânes, des carnets noirs. Bien des témoignages biographiques, dont celui de mon ami François Fédier, nous confirment que la bassesse haineuse propre à l'antisémite militant ou même occasionnel lui était étrangère. Cela pour des raisons de fond qui touchent à la hauteur de sa propre pensée. Le sentiment le plus bas, note Heidegger, dans ses esquisses tirées de l'atelier, parce qu'il se rabaisse lui-même, est la haine. Deux points, la parfaite non-liberté qui se hausse à une supériorité vide. On doit y rajouter, parmi beaucoup de témoignages, en général de ces étudiants juifs ou de ces amis juifs qui l'ont connu, témoignant en faveur de Heidegger et disant qu'en privé ce n'était pas du tout un antisémite, on doit y rajouter le témoignage irrévocable de Martin Buber, la seule personne, à ma connaissance, que Heidegger ait jamais rencontré de sa vie, qui connut le judaïsme et la pensée juive de l'intérieur. Rapportant une après-midi de complicité en 1959, sur l'île de Meilo, près du lac de Constance. Voilà ce qu'écrit Buber, Martin Buber. Nous nous sommes promenés dans le parc, montant et descendant les allées pendant des heures. Là aussi, nous avons bien ri ensemble. D'abord de nous, deux vieillards chamailleurs, pleins de préjugés et de ressentiments, moins les nôtres que ceux de notre entourage. Deux points. Ici, il veut dire Heidegger, contre les Juifs. Là, il parle lui-même, Martin Buber, contre le recteur nazi. Des préjugés.
moins les nôtres que ceux de notre entourage, dit Buber. Nombreux sont ceux qui m'en ont voulu d'avoir un jour énuméré Kant, Hegel et Heidegger, tout d'une haleine. Depuis cette rencontre, je sais que ceux qui contestent le rang de Heidegger et sa place dans la série sont stupides, ou bien n'ont pas de goût. Et plus loin, nous avons parlé uniquement de l'essentiel. Le passé n'était pas surmonté. Dieu merci, car de cette façon, il nous était possible de parler sans périphrase de faute et de pardon, même de la faute de la pensée. Nous avons parlé ensemble sans aucune prévention, mais aussi sans aucune protection. Même le pauvre Peter Travy, déboussolé et oscillatoire entre le oui et le non sous les coups de fouet de quelques fragments qui auront ruiné une existence passée à supporter aux deux sens du mot Heidegger, nous allons y venir, est forcé de le reconnaître dans son inénarrable style d'universitaire à pincettes. C'est ici qu'on touche au fait que Heidegger n'a pas nécessairement connecté ses remarques sur les Juifs à une aversion agressive.